Donc Bettina Laville, sans tarder. Bonjour. Ça marche, oui, voilà. Alors, il m'échoit la difficile tâche de parler après Jean-Marie Pelt. Et donc, je vais m'accrocher. Et alors, en plus, ça devient, je trouve, une habitude. Je parle toujours après vous. Voilà, dans les colloques. On se connaît depuis longtemps, il faut dire. Alors forcément, je ne vais pas être d'accord avec vous. C'est la seule manière de m'en sortir. Je vais commencer par dire que merci de me rajeunir parce qu'effectivement, alors je ne peux pas vous raconter que j'étais scout pendant la guerre, pour une double raison, mais je peux vous dire en revanche que en 1982, Michel Crépeau, ministre de l'Environnement, ça va celui-là, il t'a plu, je crois. Hein, oui, ça va. Oui, c'était un bon. Voilà. Et Edwige Avis, ministre de la Jeunesse à l'époque, et j'étais effectivement directrice adjointe, j'étais toute petite, de la jeunesse. On avait fait sur ma forte pression un colloque qui s'appelait « Les jeunes et l'environnement, une nouvelle citoyenneté ». Et je pensais à ça en venant, malgré ma forte grippe. Et je me disais que on est... Vous savez, la jeunesse, c'est un truc qui passe. Mais il faut absolument redire cela aux jeunes, tout le temps. Les jeunes et l'environnement, une nouvelle citoyenneté. Et je pense que ces titres étaient très bons parce que... il mêlait d'abord la jeunesse et l'environnement. Et aujourd'hui, l'environnement, Jean-Marie l'a dit, est tellement dégradé, se dégrade tellement, que les jeunes et l'environnement en 80, ce n'était pas le même que les jeunes et l'environnement aujourd'hui, les jeunes dans l'environnement. Donc, aujourd'hui, on va raconter des choses qu'on n'a pas racontées en 80. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que le mot citoyenneté est très important dans l'environnement. Et si j'avais une petite critique à faire à ce remarquable numéro préfacé par Gilles, qui s'appelle Azimut, et donc il y a un article Solidarité et sobriété, il y a un moment où un monsieur qui s'appelle monsieur Gaëtan Parenti, qui est forcément dans la salle, dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et alors il dit « Être consommateur responsable, c'est très bien. Être lobbyiste, débattre, c'est remarquable. Être supporter, c'est génial. Être éducateur, c'est formidable. Et moi, j'ajouterais voter. » Voilà. Voter, d'autant plus qu'il y a un type, qui est quand même un type pas mal, qui a beaucoup progressé, qui s'appelle Nicolas Hulot, qui s'est mis à convoquer, il y a 2 ans, tous les candidats devant un tableau et leur a dit « Bah, écoutez, si vous ne remplissez pas cet engagement, moi, je me présente. » Autrement dit, je vous colle, allez, entre 9 et 15%, parce que c'était ça les sondages, ce qui fait totalement exploser le système politique. Les sondeurs s'affolent, avec un Hulot qui fait au premier tour 9 ou 15%. Voulez-vous me raconter ce que va être le second tour? Personne n'en sait rien. Donc, panique générale, et tous les candidats sont devenus écologistes. Et le Grenelle de l'environnement, c'est ça, hein. Il n'est plus là, alors je peux le dire. J'ai participé, et je suis d'accord. Hein, je ne suis pas forcément de ce même bord politique, mais je suis d'accord. Borloo est un remarquable ministre de l'Environnement, avec 2 ou 3 petites lacunes que je vais dire à la fin. Mais il est absolument clair que le fait qu'une personnalité médiatique, et pour une fois, Jean-Marie, vive les médias, quand les médias ont fait monter un homme de cette trempe, et quand même de cette audace. Je veux dire, ils étaient tous là, sauf Le Pen, Dieu merci, et ils étaient tous là, et ils ont tous signé. Bon, alors, quel que soit celui qui eût été élu, il faut bien le dire, il aurait été tenu de finalement respecter ce pacte. Il faut dire que Sarkozy, en plus, qui quand même était celui qui était le bien moins noté par Nicolas Hulot, a été très vexé. C'est formidable d'avoir un tempérament comme ça, parce que le type, il se vexe, et donc il en fait plus. Et ça a été absolument génial. Bon, parce qu'il s'est dit qu'il allait faire plus que les autres, parce que vous savez, il a un tempérament combatif, et donc pour rattraper cette affaire,
il en a fait quelque chose que, très honnêtement, personne, même son bord politique, n'attendait. Puisque, moi je peux vous dire, parce que je suis très amie avec elle, que Nathalie Kosciusko-Morizet ramait un petit peu pour l'évangéliser. Voilà. Et donc, il a fait, si j'ose dire, et donc il a fait vraiment un boulot formidable. Alors, je vais revenir à ce qu'on m'a dit, m'a demandé de dire, c'est-à-dire l'histoire du développement durable. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je vais vous donner un certain nombre de dates qui ne sont pas forcément, cher monsieur, celles que vous avez données. D'abord, le développement durable, c'est vrai que l'expression date du rapport de Madame Brundtland en 1987. Cette expression ou ce sentiment comment dirais-je, l'adoption de cette expression est une expression onusienne. Et c'est pour ça, Jean-Marie, que tout ça devient technocratique. Parce que quand l'ONU s'en mêle, ça devient incompréhensible, malheureusement. Mais heureusement aussi que l'ONU s'en mêle, parce que c'est ça qui est global, mondial, etc. Et c'est ça qui fait avancer les choses quand même de manière sur toute la Terre et à peu près dans tous les pays. Mais en fait, l'expression durable a été une expression qui a été forgée pour la première fois par des agronomes, et en particulier des agronomes qui étaient en Asie et qui se sont rendus compte que l'extraordinaire fertilité grâce aux engrais chimiques, en particulier des rizières, qui étaient les rendements multipliés par 3 ou par 4 à cause de la chimie, faisait certes croître de manière très importante l'agriculture, mais en même temps faisait des ravages dans l'environnement et d'autre part asséchait complètement, à cause des besoins en eau extrêmement importants, l'ensemble de l'écosystème autour. Et il y a eu des colloques, mais alors vraiment tout à fait confidentiels, où ils ont dit qu'il fallait trouver quelque chose qui, à côté des rendements croissants, serait plus durable. Et c'est cette idée, je crois, qu'il faut garder en tête du mot durable, c'est-à-dire le fait de laisser la nature se régénérer naturellement. Et c'est du coup tout ce système qui est mis en cause. D'autre part, il y a une autre date qui est très importante. C'est la date de 1972, que Jean-Marie connaît bien, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la déclaration de Stockholm avec des gens qui aujourd'hui ont disparu, comme Serge Antoine, mais auxquels on pense toujours beaucoup quand on parle de 1972. Et moi, si vous voulez, l'ONU avait décidé de faire une conférence sur l'environnement. Et à ce moment-là, c'était l'UNESCO qui était responsable de cela. Et en 1972, ce qui a eu de passionnant, c'est 3 choses. La première, c'est que quand ils ont rédigé, tous ces gens-là, la déclaration de Stockholm, à Stockholm, il y avait une grande conférence sur l'environnement. Et 1972, c'était une époque très importante en matière d'environnement parce que c'était une époque remplie de la déclaration du Club de Rome. Et le Club de Rome, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que cet organisme. Moi, j'ai la chance d'être membre de la section française du Club de Rome. Et le Club de Rome, c'est quelqu'un c'est un club de savants, d'économistes, des économistes, mais il en faut. Et c'est un club qui a dit nous allons à la catastrophe si, premièrement, nous continuons à avoir une population aussi exponentielle et, deuxièmement, si nous gardons le même mode de vie. Il a été très caricaturé, ce club, parce qu'on a dit qu'il voulait la croissance zéro, à un moment donné où, effectivement, c'était une ambiance de croissance, puisque nous étions encore dans les fameuses 30 glorieuses qui commençaient à s'étirer un peu. Mais c'était aussi la crise du pétrole, et on s'interrogeait sur ce mode de vie. C'était un contexte général. Et 72, la déclaration de Stockholm est arrivée à ce moment-là. La seconde raison, c'est que, comme en 72, on pouvait dire des mots qu'on ne peut plus dire, sans ça, à l'ONU, la moitié des gens sortent pour des raisons religieuses.